Mesdames, Messieurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers amis, après 2 années vécues au rythme imposé par la Covid-19, tant à notre université qu'à la société tout entière, je me réjouis de pouvoir vous accueillir ce soir dans le cadre de la leçon inaugurale de la chaire Franqui organisée pour la 24e fois au sein de l'Université Saint-Louis-Bruxelles. Permettez-moi de commencer par remercier d'emblée toutes celles et ceux qui ont permis que ce rendez-vous puisse avoir lieu. Et je commencerai, sans que ce ne soit une formule de style, par réitérer mes remerciements à l'égard du conseil d'administration de la Fondation Franqui. Je remercie également l'équipe de la faculté de philosophie, lettres et sciences humaines, le doyen Philippe de Smet, la professeure Valérie Aucouturier, qui, en collaboration avec la titulaire de la chaire, ont imaginé ce beau programme de leçons dont l'actualité n'aura échappé à personne. L'esprit de l'université, laboratoire de la démocratie. Je ne doute pas que la thématique nous sensibilise toutes et tous, que nous soyons enseignants ou étudiants. Mes remerciements vont aussi au service communication de l'université pour la prise en main de l'organisation pratique de cette chaire, depuis le suivi du graphiste pour la confection des affiches et invitations jusqu'à l'organisation de la réception de ce soir. Bonne nouvelle, il y aura une réception. Enfin, mes plus vifs remerciements vous sont adressés principalement à vous, Madame la professeure Barbara Stigler de l'Université de Bordeaux-Montaigne, d'avoir accepté d'occuper la chaire, de concevoir et d'assurer ce cycle de leçons qui, je n'en doute pas, sera fructueux et précieux pour notre communauté universitaire dans toutes ses composantes. Vous voici donc, et je vous cite dans un tweet récent, 3 jours à Bruxelles pour réfléchir à la destruction de l'université par le nouvel esprit du capitalisme et pour imaginer sa reconstruction au service de la démocratie. C'est un grand honneur de vous recevoir pour parler de l'université, de son histoire, de son lien à la démocratie en des temps où ces questions sont plus que brûlantes. Ces dernières années, dans le cadre de la crise sanitaire, l'université a été confrontée à des injonctions, obligée de s'adapter, de prendre souvent dans l'urgence des décisions relatives notamment aux enseignements et au bien-être des étudiants. Vous nous faites le plaisir de venir partager ce soir vos réflexions avec les membres de notre communauté universitaire, dont le métier est d'enseigner et de transmettre un savoir et des capacités d'analyse et de critique à la génération future. Je me limiterai à vous remercier de nous prêter votre talent. On vous dit excellente oratrice, généreuse dans la discussion et attentive à votre public, mais également soucieuse de ne pas renoncer à une rigueur conceptuelle et argumentative. Je ne peux que vous remercier de nous partager votre passion et votre enthousiasme. Je cède maintenant la parole à la professeure Valérie Aucouturier, mieux placée que moi, pour vous présenter plus en détail et mettre en évidence tout l'intérêt du cycle de leçons que vous entamez ce soir, tout en conviant chacun et chacune dès à présent à la réception qui suivra la leçon inaugurale de ce soir. Je nous souhaite une excellente soirée. Merci. Ça marche? Oui. Merci, Monsieur le Recteur. Chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, c'est à mon tour de remercier toutes celles et ceux qui ont rendu possible cet événement, à commencer par les membres du conseil d'administration de la chaire Franqui, Pierre Jadoul, recteur de l'Université Saint-Louis, Philippe de Smet, doyen de la faculté de philosophie, lettres et sciences humaines, mais aussi mes collègues, membres du comité scientifique de l'École des sciences philosophiques et religieuses et l'ensemble des collègues du département de philosophie. Je remercie en particulier Isabelle Host, Quentin Landen et Julie Dell, qui ont été d'une aide précieuse dans l'organisation scientifique et pratique de cet événement. Et je remercie également, bien sûr, les membres du service communication de notre université qui ont rendu possible l'événement.
Enfin, je remercie à mon tour, last but not least, notre conférencière, Barbara Stiegler, qui nous fait l'honneur de venir ici à l'Université Saint-Louis pour une série de leçons sur un sujet qui nous concerne toutes et tous, collègues, étudiantes, étudiants, à savoir le rôle et la mission de l'université dans nos sociétés. Barbara Stiegler est, cela a été dit, professeure de philosophie à l'Université Bordeaux-Montaigne, mais elle est aussi vice-présidente du comité d'éthique du CHU de Bordeaux et membre du conseil de surveillance de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. En 2014, elle devient membre honoraire du prestigieux Institut universitaire de France. Elle est d'abord une spécialiste de Nietzsche et de la philosophie des sciences du vivant, mais elle s'est imposée sur la scène médiatique ces dernières années, d'abord avec son ouvrage « Il faut s'adapter », sur un nouvel impératif politique paru chez Gallimard en 2019, qui propose une critique des injonctions portées par le néolibéralisme et s'intéresse à la façon dont des catégories issues de la biologie, comme la sélection, l'adaptation, etc., sont venues dominer le champ politique contemporain. Barbara Stiegler nous avait d'ailleurs déjà fait le plaisir de venir à l'Université Saint-Louis dans le cadre de l'école doctorale de philosophie du FNRS à la veille de la parution de cet ouvrage. Enfin, la veille, presque la veille. Ensuite, elle s'est plus récemment encore imposée sur la scène médiatique par ses prises de position sur la gestion de la crise sanitaire actuelle, qui ont fait l'objet de 2 tracts Gallimard, de la démocratie en pandémie, santé, recherche, éducation en 2021, et santé publique année zéro, très récemment en 2022, avec le professeur de santé publique François Alla. Dans ces textes, elle se propose notamment d'interroger l'argument qui a pu être avancé par les politiques de la santé à tout prix, y compris au prix de la démocratie et du respect de certaines libertés fondamentales. Elle rappelle également que la pandémie de Covid-19 ne touche pas toutes les catégories sociales et toutes les populations de la même façon, mais vient redoubler et accentuer des inégalités existantes. Elle souligne aussi l'importance, dans ce contexte, du débat public et de la parole des experts et des savants, qui a été souvent soit ignorée, soit instrumentalisée par les politiques. Parmi ses publications les plus récentes, on peut également citer Nietzsche et la vie, une nouvelle histoire de la philosophie, paru chez Gallimard en 2021, ouvrage dans lequel elle se propose de retracer l'histoire de la philosophie en remettant au centre de cette histoire la question des corps et de l'appartenance humaine au monde du vivant. Mais on peut aussi citer Du Cap aux grèves, récit d'une mobilisation, 17 novembre 2018, 17 mars 2020, chez Verdier en 2020, où elle revient sur les mouvements sociaux qui ont secoué nos sociétés néolibérales et tiré la sonnette d'alarme face à ce mouvement, semble-t-il irrésistible, d'adaptation des sociétés aux grands jeux de la compétition mondiale. Ainsi, de la philosophie nietzschéenne du vivant, des sciences et des savoirs à la philosophie politique et à la remise en cause des politiques néolibérales, la pensée de Barbara Stiegler trace une continuité. Cette continuité tient centralement au fait qu'on ne peut plus continuer à ignorer, et on le peut de moins en moins sans doute, le lien nécessaire entre notre appartenance au vivant, notre dépendance au vivant, à l'environnement, et les choix politiques que nous faisons, le type de société dans laquelle nous aspirons à vivre. Cette continuité tient également à l'idée que le discours savant est aussi toujours et nécessairement politique, non pas nécessairement dans son contenu, mais dans la façon dont il se positionne par rapport au savoir lui-même. Ainsi, le savoir ne doit pas être fait de dogmes ou de vérités à accepter unilatéralement, mais il est et doit rester le résultat de la confrontation critique et de l'expérimentation, de la recherche et de l'exploration. C'est aussi pour cela que notre attitude par rapport au savoir est toujours profondément politique, et c'est précisément en prenant conscience de cela que le savoir acquiert sa force de vérité. Il faut souligner à ce titre une qualité essentielle des travaux de Barbara Stiegler dans leur capacité à tenir ensemble la voie scientifique et l'engagement politique. Cette qualité, c'est la clarté du discours et le souci pédagogique de faire entendre une parole philosophique souvent difficile, parfois jugée inaudible. Et pour cela, elle n'hésite pas à reformuler les problèmes lorsqu'ils semblent simplifiés à la hâte, notamment dans les médias. Nous l'entendrons, j'en suis sûre, dans les conférences qui vont suivre, ce souci pédagogique
s'entend aussi dans son engagement vis-à-vis des étudiantes et des étudiants, son souci d'entendre les questions de cette génération future et d'enseigner aussi en apprenant de cette génération future. On voit ainsi aisément en quoi ces préoccupations touchent de près la question de ce qu'est l'université, de la centralité de sa mission de transmettre un savoir scientifique et critique dont Barbara Stiegler nous fait l'honneur de venir nous parler aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Ainsi, ces leçons ne s'adressent pas seulement aux philosophes, mais à toutes celles et ceux dont le métier est d'enseigner et de transmettre un savoir et des capacités d'analyse et de critique aux étudiantes et aux étudiants et à la génération future. Elles s'adressent aussi, évidemment, directement aux étudiantes et aux étudiants qui feront la société de demain et avec lesquels nous construisons les savoirs pour le futur. Avant donc de lui céder la parole, permettez-moi de vous rappeler le programme de ce soir, mais aussi celui des 2 jours à venir. Cette chaire, donc, Barbara Stiegler l'a intitulée « L'esprit de l'université, laboratoire de la démocratie ». Son ambition est de repenser, à travers notamment l'histoire de l'université et l'histoire des aspirations qui ont donné naissance à l'esprit de l'université, le statut et le rôle de l'université aujourd'hui. La conférence de ce soir devrait vous donner un avant-goût des thèmes qui seront traités en détail dans les leçons à venir. Dans une première leçon intitulée « La crise de la Bildung dans le contexte du capitalisme avancé », Barbara Stiegler reviendra sur, je la cite ici, le lien organique entre l'enseignement et la recherche qui constitue et doit constituer l'esprit de l'université et qui, comme elle le montrera dans cette première leçon grâce à Nietzsche et Weber, se trouve mise à mal par, je la cite à nouveau, l'emprise du capitalisme sur le monde de l'enseignement et de la recherche. Elle poursuivra ce chemin historique et critique dans une deuxième leçon intitulée « Le socialisme français, le projet démocratique et l'université française à la fin du XIXe siècle ». Donc elle poursuivra ce chemin historique et critique par l'exploration du projet démocratique et critique de l'université française porté par Durkheim et Jaurès contre la menace capitaliste. Sa troisième leçon, vendredi matin, intitulée « Le sens de l'école, de l'université et du laboratoire dans le contexte du tournant pragmatiste », reviendra sur le débat entre Dewey et Lippmann et la question du lien entre recherche, enseignement et démocratie. Et elle poursuivra ses réflexions donc dans une dernière leçon, en lien très étroit avec l'actualité, puisqu'il s'agira d'examiner comment une refondation de l'esprit de l'université, dans l'esprit de ce que propose le pragmatisme américain notamment, pourrait amener à renverser le modèle de la démocratie sanitaire, dont la crise sanitaire récente a exposé les travers de manière criante. Cette dernière leçon, Barbara Stiegler l'a intitulée « Transformer la démocratie sanitaire par l'esprit de l'université », reprise du Lippmann-Dewey Debate. Je lui cède maintenant la parole pour nous parler donc de l'esprit de l'université, laboratoire de la démocratie, en la remerciant une nouvelle fois chaleureusement et en lui redisant tout le plaisir et l'honneur que nous avons de la recevoir aujourd'hui à l'Université Saint-Louis. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Ici, ça réverbe. Il y a un écho. Hein? Vous aussi? D'accord. Et si je parle comme ça, vous m'entendez bien? Oui. Je vais parler sans. Merci infiniment. Merci à tous les collègues de l'Université Saint-Louis de m'avoir accordé cette chaire. Je suis évidemment très honorée, un peu écrasée par la tâche, je ne vous le cache pas, parce que c'est un véritable honneur de recevoir cette confiance, mais
Là, vous m'entendez mieux? Oui. Donc, voilà, malgré la difficulté du sujet, à la fois sur le plan théorique pour moi, puisqu'il est relativement neuf, et à la fois sur le plan psychologique, puisque c'est un sujet particulièrement douloureux, eh bien, je pense qu'il est nécessaire de l'affronter, et donc on va tenter cette expérience. Pour être très honnête, j'ai quand même utilisé comme cobaye mes étudiants de 3e année, juste avant de venir. Ça s'est relativement bien passé, je crois, donc j'ai un peu sécurisé les choses. Alors, mon intervention partira d'une hypothèse à la fois théorique et pratique. Cette hypothèse, c'est que l'université a une fonction politique bien précise. Plus exactement, qu'elle devrait assumer cette fonction, ce qu'elle ne fait que très difficilement aujourd'hui quand elle le fait, et ce qu'elle ne fait que de manière marginale ou très marginale. Cette fonction, c'est d'être un lieu de formation et d'expérimentation pour la démocratie, et à ce titre, d'être ce que je propose d'appeler l'un des organes vitaux pour une république sociale et démocratique, comme a pu l'être l'école dans le projet du socialisme républicain français hérité du XIXe siècle. Mais une telle hypothèse a un corollaire. Elle suppose d'accepter que la démocratie ne se réduise en aucun cas à un régime institutionnel. Pour le dire autrement, que la démocratie ne se résume nullement à un ensemble de lieux de pouvoir qui seraient réservés à des représentants ou à des élus, et dont l'accès serait régulé par les fameuses élections sur lesquelles se concentre malheureusement aujourd'hui l'immense majorité des débats démocratiques quand ils ont lieu. Cela suppose d'admettre au fond que la démocratie n'est pas ce avec quoi on la confond habituellement, qu'elle n'est pas ce gouvernement représentatif théorisé par la bourgeoisie dans le contexte des révolutions du XVIIIe siècle et qui décida de confier le pouvoir non pas au démos, c'est-à-dire au peuple assemblé, mais au contraire aux élus, en consacrant comme légitimes tous les mécanismes bien décrits, électifs, censitaires ou élitaires, sous-tendant un tel régime. Le gouvernement représentatif, donc, plutôt que la démocratie. Cela suppose au fond d'admettre, avec le pragmatiste américain John Dewey, qui sera en effet l'un des moments du cycle de cette chaire, que la démocratie est d'abord un ensemble de manières de vivre, c'est une expression de Dewey, et de processus sociaux où le pouvoir et le savoir sont partagés, et que ces processus ne peuvent être démocratiques que s'ils prennent la forme d'une multiplicité d'expérimentations continues. En d'autres termes, et toujours dans le sillage de Dewey, elle suppose d'accepter l'esprit qui est celui qui, depuis les débuts de la révolution scientifique des temps modernes, traverse ou devrait traverser nos laboratoires, c'est-à-dire des lieux d'expérimentation et de travail collectif où aucun chef ne gouverne et où aucun résultat n'est jamais considéré comme définitif. Tel serait, selon l'hypothèse que je voudrais défendre ici ce soir, le véritable esprit de l'université, celui d'être un laboratoire de la démocratie. Et c'est là, en fait, ma véritable entrée, je voudrais être très claire avec vous, dans la question de l'université. Cette institution, au fond, ici, ne m'intéresse pas pour elle-même ou en soi, mais comme une approche, dans une approche fonctionnelle, sociale et politique, qui, pour moi, vise d'abord à mettre à l'épreuve l'hypothèse pragmatiste sur la nature de la démocratie. C'est à ce titre seulement que l'université, la science et la recherche vont être ici, pour moi, des objets d'enquête. Et puis, il y a aussi ce que je vous disais en préalable, à savoir que il me semble indispensable, quand on veut réfléchir politiquement et de manière située, de le faire depuis le lieu où l'on exerce quotidiennement, ce qui est une autre manière d'entrer dans la question. Le problème que rencontre d'emblée une telle hypothèse, car elle ne va pas du tout de soi, c'est que l'université est depuis les débuts de son histoire moderne, qu'on fait en général remonter à la fondation de l'université de Berlin par Wilhelm von Humboldt en 1810, au lendemain de la défaite d'Iéna,
la défaite pour l'Allemagne, traversée par un tout autre esprit. Pire, elle est devenue l'enjeu d'une lutte entre une multiplicité d'esprits, je la décrirai, cette lutte, anciens et nouveaux, qui la poussent vers des directions systématiquement contraires à celles que j'ai esquissées pour commencer, et ces directions étant d'ailleurs largement contradictoires entre elles, s'affaiblissant l'une l'autre. Parce qu'une telle hypothèse sur l'esprit démocratique de l'université n'a de sens que si elle s'insère dans l'histoire réelle de cette institution et qu'elle y trouve quelques points d'appui, faute de quoi elle ressemblerait à un fantasme ou une chimère, eh bien, je m'efforcerai ici, puis dans le cycle de cours dont Valérie Couturier a rappelé le programme, de la confronter à l'histoire des principales théories, pour l'essentiel philosophique ou sociologique de l'université, et tout particulièrement à 3 grands ensembles théoriques. Je ne suis pas certaine de tenir exactement le découpage que j'avais annoncé. On verra au rythme des cours, puisque les cours seront interactifs. Il ne s'agira pas de conférences magistrales. Alors, 3 grands ensembles. Premièrement, celui des philosophies post-kantiennes de la Bildung, avec en particulier Fichte, Schleiermacher et Wilhelm von Humboldt, que je citais à l'instant, jusqu'aux réflexions sur la crise de la Bildung dans le contexte du capitalisme avancé, effectivement, Nietzsche et Max Weber principalement. Donc ça, c'est un premier grand ensemble tout à fait cohérent en allemand. Deuxième ensemble, celui du socialisme français et de la réflexion sociologique autour de la science, de l'éducation et de la République, telle qu'elle s'inaugure avec Durkheim et se prolonge jusqu'à Bourdieu. Sur cet ensemble-là, je serai extrêmement courte parce que c'est un corpus que je découvre et donc sur lequel je suis encore très peu assurée, mais je commence à essayer de distinguer des points d'appui. Et enfin, 3e ensemble, celui de la réflexion, on va dire, anglo-américaine des libéraux autour de l'université, autour de la liberté d'expression, autour de la fonction sociale de l'université. Et là, il y aura en fait essentiellement un moment sur John Dewey. Idéalement, j'aurais souhaité aussi le démarquer de John Stuart Mill et de son grand livre On Liberty de 1859, qui a été très important pour l'histoire de l'université américaine, mais je ne suis pas sûre qu'on aura vraiment le temps de le faire. Alors, cette hypothèse, donc c'est une hypothèse théorique, politique, qu'il va falloir confronter à l'histoire réelle de l'université. Elle n'est pas, à mes yeux, uniquement théorique, et elle n'est pas seulement tributaire de l'histoire collective de cette institution. Il s'agit aussi pour moi d'une hypothèse pratique, au sens où j'essaie de la mettre continuellement à l'épreuve, heureusement avec l'aide d'autres membres de la communauté universitaire, qu'ils soient collègues ou étudiants, donc j'essaie de mettre à l'épreuve dans l'exercice quotidien de mon métier. Je m'efforcerai donc d'en donner quelques illustrations ici, par l'exemple, en m'appuyant notamment sur mes propres activités pédagogiques dans le monde de la santé. Et parce que mon approche de cette question est résolument politique et frontalement hostile au nouveau diktat sur la neutralité axiologique du chercheur, dont je rappellerai ici, après d'autres, qu'il est en réalité une construction idéologique tout à fait fragile. J'évoquerai également mes interventions sur cette question dans le champ politique, au sens traditionnel et étroit du mot, celui de la compétition électorale entre les mouvements et les partis, qu'il ne s'agit évidemment pas, à mes yeux, d'ignorer ou de mépriser au nom d'une conception plus élargie ou prétendument supérieure de la démocratie. Dans le contexte des élections présidentielles, je viens par exemple de contribuer en tant qu'universitaire, et j'insiste, en tant qu'universitaire, je viens de contribuer à un rapport du Parlement de l'Union populaire, un collectif qui s'est constitué pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle sur, je cite le titre de notre rapport, « L'université et la recherche, fondement d'une 6e République démocratique et sociale ». Dans ce rapport, nous avons souhaité affirmer de manière très nette la fonction politique majeure que l'université doit jouer dans une République démocratique, et nous l'avons fait dans le contexte de 2 ans de crise sanitaire où l'hyperconcentration du pouvoir
et des phénomènes inédits de captation prédatrice du savoir, où donc cette hyperconcentration du savoir et du pouvoir par certains gouvernants ont conduit tout simplement à fragiliser, menacer de destruction la science, jusqu'à la confondre avec la doctrine sanitaire des autorités. Pour reprendre les mots du Premier ministre français, oubliant purement et simplement que la science des temps modernes était justement née de la contestation de la prétendue autorité d'une quelconque doctrine ou orthodoxie. Ce faisant, ce rapport entendait donner aux deux grands fondements de la constitution moderne de nos universités, que sont, je vais y revenir, premièrement, le lien organique entre l'enseignement et la recherche, et deuxièmement, les libertés académiques de tous les membres de la communauté universitaire, tous deux affirmés par le texte fondateur de Humboldt sur la fondation de l'Université de Berlin en 1810, redonner donc à ces deux piliers une toute nouvelle fonction, qui n'est pas dans le texte de Humboldt, celle de garantir le fonctionnement d'une société démocratique qui réalise non seulement le partage des richesses et des biens, mais aussi la circulation et le partage du savoir. Un partage épistémique, donc, qui suppose la possibilité d'affronter collectivement et librement nos conflits autour de la vérité, sans que ces conflits ne tournent à la guerre civile ou religieuse ou au délitement de l'unité de la cité, car nous en sommes là, finalement, aujourd'hui. Or, il s'agit là, je l'ai dit, d'une fonction résolument nouvelle, car l'histoire de l'université et de ses différents esprits, de ces esprits qui la traversent depuis le début de son histoire contemporaine, n'est jusqu'à présent jamais vraiment allée dans cette direction, et c'est par là que je voudrais commencer. L'esprit de l'université que je souhaite défendre ici a été en effet profondément entravé par tout un ensemble de dogmes et de croyances qui affaiblissaient déjà l'ancien esprit de l'université et qui se trouve aujourd'hui lui-même terrassé par un autre nouvel esprit, celui que la révolution néolibérale essaie d'imposer à toutes les institutions de la République jusqu'à produire leur complète liquidation. Avant de promouvoir un nouvel esprit démocratique de l'université, il faut donc revenir sur la guerre des esprits qui, depuis plusieurs décennies, déchire et épuise nos universités. Et commencer par la lutte entre l'ancien esprit de la Bildung, au fondement de la constitution moderne de nos universités, je l'ai rappelé, et le nouvel esprit qui, à travers les divers stades du capitalisme avancé, a finalement conduit à remettre en cause toutes ces fondations. Une fois que j'aurai restitué l'histoire de cette première lutte entre l'ancienne et le nouvel esprit de l'université et les résultats qu'elle a produits sur nous, enseignants, chercheurs et étudiants, et sur toute notre vie politique plus généralement, je passerai au deuxième temps de ma présentation, celui de la lutte qui, dans nos universités comme dans tout le reste de nos sociétés, ne fait que commencer et dont personne ne peut aujourd'hui prédire l'issue. La lutte entre ce nouveau libéralisme qui commence à être relativement ancien, puisqu'en fait il aura bientôt un siècle, et la démocratie, une gestion de la crise écologique et sanitaire par des procédures automatisées et de plus en plus clairement autoritaires, ou au contraire une reprise en main démocratique du gouvernement de la vie et des vivants dans lequel l'université aurait un rôle central à jouer. Alors, premier temps de ma présentation, comment le néolibéralisme détruit l'esprit de l'université hérité de Humboldt. Je rappelle ces deux piliers, le lien organique entre l'enseignement et la recherche, deuxièmement, l'affirmation des libertés académiques. Il faut donc d'abord comprendre comment et pourquoi le nouvel esprit du libéralisme a édifié une université incompatible avec ces deux piliers. Premièrement, le lien organique entre l'enseignement et la recherche. Je voudrais commencer d'abord par essayer avec vous de comprendre ce lien, parce que je voudrais quand même rappeler qu'il ne va pas du tout de soi. On l'affirme souvent, bien souvent sans le comprendre. Que l'enseignement soit irrigué par la recherche ou par le savoir en train de se faire, cela peut encore se comprendre. En lieu et place de savoir figé et stable transmis par l'école,
on initierait les jeunes adultes à la dimension progressive du savoir, qui suppose un processus sans fin de renouvellement et un esprit de recherche. Mais que la recherche elle-même ait besoin de l'enseignement comme condition de possibilité, voilà qui ne va pas du tout de soi. Ce qui permet de le comprendre, c'est le rappel du contexte épistémologique qui a gouverné la refondation moderne de l'université. Celui d'une crise profonde des savoirs, magistralement décrite par Emmanuel Kant dans La critique de la raison pure. Sous l'impulsion de la division scientifique du travail, ou de la division du travail amenée à s'étendre jusqu'à la science, sous l'impulsion donc de la division scientifique du travail et de l'augmentation continue et exponentielle des connaissances, les progrès de la science ont en effet créé au XVIIIe siècle, paradoxalement, une crise des savoirs, tantôt décrit comme une masse fragmentée ou atomisée, tantôt comme un monstrueux océan dans lequel le sujet de la connaissance est totalement désorienté. La question vertigineuse du, pour parler comme Kant, divers empirique qu'il va affronter dans l'analytique transcendantale, donc dans la première partie de la critique de la raison pure, avait réussi à, Kant avait réussi à la régler par la description justement du fonctionnement réglé des facultés, de la sensibilité, de l'entendement et de l'imagination bien sûr. Mais cette question, elle revient dans la dialectique transcendantale, dans la deuxième partie de la critique, sous la figure du divers de la connaissance ou du divers des concepts. Une multiplicité, qui est peut-être la meilleure manière de traduire le terme de divers, en allemand das Mannigfaltige, une multiplicité incompatible, incompatible non, puisqu'il va essayer de le résoudre, mais a priori incompatible avec l'unification que réclame non seulement la connaissance de tel ou tel objet, mais la science en général comme totalité organisée, comme totalité cohérente. Alors, on connaît la réponse de la critique de la raison pure à cette crise. Pour dompter son vertige devant le divers des connaissances, il faut s'en remettre à la nature de notre raison, qui ne peut s'empêcher de projeter l'horizon d'une unité systématique à venir, même s'il ne s'agit pour Kant que d'un point de fuite, comme dans un tableau de la perspective, théorisé par les peintres de la Renaissance, même s'il ne s'agit que d'un point de fuite que la connaissance n'atteindra évidemment jamais. C'est la fameuse idée de système qui, pour Kant, est une illusion nécessaire et inévitable qui permet à l'entendement de travailler tranquillement en continuant à accumuler une masse de connaissances toujours nouvelles et en comptant sur une unification finale qui, en réalité, ne viendra jamais. Cette idée de système, elle va être évidemment reprise au XIXe siècle par les post-kantiens, mais il s'agira d'une reprise éminemment critique, puisque toute la rupture représentée par les post-kantiens consistera à dire qu'il ne suffit pas de projeter l'idée, mais qu'il faut la réaliser, la faire entrer dans la réalité. Ou pour paraphraser la célèbre formule plus tardive de Marx, qui, je le rappelle, est l'héritier de ces idéalistes allemands post-kantiens, il ne suffit pas seulement d'interpréter la connaissance à partir de l'idée, et il faut la transformer pratiquement en réalisant l'idée. Si on laisse à elles-mêmes les académies, si on laisse à eux-mêmes ce qu'on appelle aujourd'hui les laboratoires, ils ne sauront faire qu'une chose, augmenter toujours plus la masse des connaissances, aggraver l'atomisation et la désorientation. L'idée de la raison doit donc laisser place à une institution collective qui non seulement réfléchisse, mais réalise l'unité du savoir. Cette institution réflexive qui vise ce que ces auteurs appelleront la science de la science, cette institution réflexive, c'est justement l'université, comme lieu où le savoir ne peut s'élaborer que s'il réfléchit en même temps sur lui-même, en s'enseignant comme un système. On comprend alors en quoi l'enseignement et la recherche forment une unité organique.
La recherche ne peut être unifiée que si elle est vivifiée par la transmission entre générations, que si elle se réfléchit dans la transmission. Et l'enseignement ne peut lui-même être vivant que s'il réfléchit à l'unité organique du savoir. Ce faisant, l'université fait aussi œuvre de Bildung, c'est-à-dire de formation pour les membres de la nation, mais aussi pour ceux de la communauté internationale et cosmopolitique que constitue le monde de la science. Les personnalités apprennent à assurer à la fois par la réflexion pratiquée à l'université, elles apprennent à assurer leur unité, leur propre unité de personnalité cohérente et leur autonomie intellectuelle. L'enjeu ici n'est pas le partage démocratique du savoir dans toute la société, on en est très loin, mais l'existence d'une communauté de personnalités libres, capables de se gouverner elles-mêmes et d'affirmer des limites au pouvoir de l'État, qui prend le relais du pouvoir des autorités religieuses notamment. Le premier fondement conduit au second, l'attribution à cette élite de liberté académique inaliénable qu'aucun État n'aura la légitimité de mettre jamais sous contrôle. Alors, l'une des œuvres principales du nouveau libéralisme autoritaire va être précisément de détruire méthodiquement ces deux piliers de l'université humboldtienne. Le premier pilier d'abord, en modifiant de part en part le sens de l'enseignement et de la recherche. Les deux activités seront désormais non seulement disjointes, mais opposées l'une à l'autre. Le rôle de l'enseignement universitaire sera très clairement, dans les textes officiels qui cadrent les réformes, de produire de l'employabilité. Non pas l'apprentissage de métiers, il ne faut pas du tout confondre l'employabilité avec la professionnalisation, ça n'a strictement aucun rapport avec cela. Non pas l'apprentissage de métiers, ce qu'après tout on a fait à l'université depuis fort longtemps, pensons à la faculté de médecine qui apprend le métier de médecin, ou à la faculté de droit qui apprend le métier de juriste, ou la faculté de philosophie qui apprend le métier d'enseignant. Donc non pas l'apprentissage de métiers, ni l'acquisition de statut professionnel, mais la capacité à être adaptable, flexible, pour employer un terme aujourd'hui en pointe, agile, dans un marché de l'emploi en état de mutation permanente et de compétition structurelle, jusqu'à transformer en retour l'école elle-même, l'école qui, la transformation de l'université va agir rétroactivement sur l'école, dont le sens va entièrement se modifier. Petit à petit, le rapport de l'école à l'émancipation est complètement perdu de vue et on théorise un système intitulé -3+3 qui va en fait de la dernière année de licence, pour partir vers la fin, jusqu'au début du lycée, c'est-à-dire la seconde. Alors dans les pays, ça va s'appeler différemment, mais ça revient toujours au même, c'est-à-dire un bloc commun qui rassemble le lycée et le premier cycle universitaire pour produire cette employabilité et qui n'a plus aucun lien avec le projet émancipateur qui pouvait être celui, par exemple, affiché par la République en France. Le rôle de la recherche, quant à lui, sera de produire de l'innovation. Et au passage, on comprend pourquoi le Parcoursup en France détruit le baccalauréat. C'est tout à fait normal, puisque le baccalauréat dans ce système n'a plus strictement aucun sens, à part d'être un rituel auquel les Français seraient attachés et qui donnerait lieu à un petit reportage à la télévision chaque année, la larme à l'œil. Mais sinon, ça n'a plus strictement aucun sens. Il s'agit d'entrer dans le système, la gare de triage qu'est Parcoursup avec ses algorithmes et donc tester les capacités d'orientation qui sont finalement les seuls enjeux désormais du lycée. Le rôle de la recherche, quant à lui, donc, sera de produire de l'innovation, c'est-à-dire des livrables permettant la valorisation ou le transfert, selon le jargon qui est désormais le nôtre. En d'autres termes, l'augmentation des rendements sur le marché. Ici, l'enseignement est réservé à des prestataires qui transmettent des compétences clés, le terme traduit l'anglais « key skills », et finalement la transformation de ces premiers cycles en collèges d'enseignement supérieur massifiés et de plus en plus clairement automatisés avec la généralisation du numérique,
des capsules vidéo, du e-learning, du contrôle des connaissances automatisées par des QCM et des procédures automatiques donc de correction des évaluations, etc. Pour une population dévolue essentiellement à ce qu'on appelait auparavant le tertiaire dans nos manuels d'économie et qu'on nomme désormais économie de la connaissance. La réflexivité sur le savoir est évidemment dans une telle institution parfaitement hors de saison. Quant à la recherche, elle s'occupe du deuxième aspect de cette nouvelle économie, je l'ai dit, l'innovation pour les sciences dites dures et leur accompagnement dit sociétal pour les sciences dites humaines ou de plus en plus sciences de la société. L'expression sociétale que je combats ardemment avec peu de succès, puisqu'elle revient sans arrêt, visant ici à disqualifier l'expression de social, qu'on entend encore dans les mouvements sociaux, par exemple, ou dans les sciences sociales. Alors, on est ici, on le voit, très loin des universités décrites par Nietzsche autour des années 1870, ou par Max Weber en 1917, face au capitalisme avancé de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. On est donc très loin de leur situation. Il ne s'agit plus seulement ici d'un nouvel esprit du capitalisme comme ascèse par le travail et acceptation de l'hyperspécialisation produite par la division du travail. Il s'agit bel et bien d'une science qui ne produit plus de savoir, mais seulement des connaissances exploitables, des données ou de plus en plus clairement des data qui deviennent une matière première essentielle pour le capitalisme numérique et financiarisé. Dans ce contexte, les libertés académiques, celle de l'étudiant de choisir son parcours ou sa discipline, celle du chercheur de choisir librement ses objets d'étude ou de contredire publiquement tout argument d'autorité venu du pouvoir économique ou politique, ou encore médiatique, ne peuvent être que suspendus. En lieu et place des libertés académiques, s'impose un nouveau diktat, la soi-disant neutralité axiologique du chercheur dont vous avez certainement entendu parler. On doit à Isabelle Kalinowski d'avoir montré que cette expression avait été fallacieusement attribuée à Max Weber par, on va dire, pour résumer, Raymond Aron et ses partisans. J'insiste sur la notion de partisan, puisqu'il s'agit d'un certain environnement idéologique qui en soi n'a rien de coupable, mais il faut rappeler l'enracinement idéologique de cette opération intellectuelle. Les intellectuels, en gros, libéraux anti-marxistes des années 50-60, qui décidèrent de traduire la notion weberienne de Wertfreiheit, qu'on pourrait traduire liberté en valeur, qui a été traduit par non-imposition des valeurs par Isabelle Kalinowski, et qui, en réalité, disait tout autre chose, c'est-à-dire même en réalité l'inverse de cette histoire de neutralité axiologique. Il faut rappeler, en effet, que la probité, c'est un terme utilisé par Weber dans sa célèbre conférence de 1917 sur la science comme profession et vocation, la probité de l'enseignant-chercheur consiste à justement ne pas se prétendre neutre et ne pas dissimuler, premièrement, les présupposés de sa discipline, même s'il ne peut pas en rendre raison scientifiquement, il doit les reconnaître, et deuxièmement, ses propres partis pris. Tous ces engagements axiologiques qui sous-tendent toujours l'activité scientifique sont à la fois impossibles à réduire et impossibles à démontrer par la science elle-même. Ils doivent donc être assumés au grand jour, plutôt que dissimulés sous la table, assumés au grand jour, sans être nullement imposés à l'auditoire, mais simplement reconnus comme tels. L'auditoire qui doit rester libre de ses valeurs, wertfrei en quelque sorte, a fortiori quand le savant est face à un public passif et sans droit de réponse, qu'il s'agisse de celui des cours magistraux, des amphithéâtres ou même d'une conférence publique comme celle-ci où il n'y a aucune situation d'interlocution. Colportant ce nouveau diktat largement dominant chez les universitaires eux-mêmes, je vois beaucoup de collègues
qui me rappelle incessamment à ma fonction et mon éthique de chercheur et qui trouve extrêmement transgressif mes prises de position, comme si être chercheur nous interdisait de prendre position en tant que chercheur. Enfin, c'était assez particulier. Donc, colportant ce nouveau diktat, le nouveau libéralisme autoritaire impose donc désormais cette prétendue neutralité aux chercheurs, mettant sous tutelle leur liberté académique à un triple niveau. À la fois dans le choix de leurs objets et des disciplines. Pourquoi ? Parce que les objets d'études et les disciplines elles-mêmes sont de plus en plus soumises aux donneurs d'ordre qui gouvernent les appels à projets, qui gouvernent la recherche par le modèle des appels à projets et qui modèlent les politiques de l'ESR, de l'enseignement supérieur de la recherche, à tous les étages jusqu'aux politiques de recrutement et donc aux stratégies évidemment doctorales. Et puis, dans la liberté d'intervention dans la sphère publique, de plus en plus disqualifiée au nom de cette prétendue neutralité fallacieusement imputée à Weber, et d'un prétendu, je l'entends souvent, devoir de réserve qui serait fantasmatiquement inscrit dans nos statuts, alors qu'il n'en est nullement question. Il est absolument contraire au statut de professeur d'université, dont l'indépendance est inscrite dans ce que les juristes appellent aujourd'hui le bloc de constitutionnalité. Et dans cette indépendance, il y a la liberté absolue de s'exprimer dans la sphère publique sans jamais être rappelé à l'ordre par une quelconque autorité, à moins qu'on enfreigne la loi en incitant à la haine ou en diffamant quelqu'un. Mais si on en reste au respect de la loi, au contraire, la liberté d'expression du chercheur dans la sphère publique est particulièrement protégée par nos statuts. Et enfin, dans la liberté pédagogique, qui cède la place, je le disais tout à l'heure, à une prestation de service pour l'employabilité et ses compétences clés, avec la transformation de l'étudiant en usager à satisfaire par ses prestations. Puisque les membres de la communauté universitaire ne s'occupent plus beaucoup de réfléchir ensemble à l'élaboration collective d'un savoir partagé, puisque toute leur activité est détruite par la transformation de l'enseignement en corvée et par la mise sous tutelle de la recherche par les donneurs d'ordre et la production de données immédiatement exploitables, c'est mécaniquement une toute autre sphère, celle du discours médiatique et politique, qui a finalement pris le relais en s'imposant comme le nouveau tribunal critique du savoir légitime. Selon un glissement déjà décrit par Nietzsche dans ses conférences sur l'avenir des établissements de Bildung, où il montre que sous la pression du marché, la science de la fin du XIXe siècle s'est laissée détruire par l'atomisation et l'hyperspécialisation, eh bien, de la même manière, c'est ce que Nietzsche décrivait déjà, les morceaux du savoir ne tiennent plus ensemble, et c'est, je cite Nietzsche, la couche visqueuse du journalisme qui est chargée de les faire tenir ensemble en imposant la notion nouvelle de culture générale, celle qui sévit encore aujourd'hui dans nos écoles de dirigeants, que je ne nommerai pas, mais que tout le monde reconnaîtra, et qui, pour Nietzsche, est un autre nom de ce qu'il appelle l'inculture, Unbildung. La crise de la Bildung et de la visée d'une organisation systématique du savoir par l'université, qu'elle soit déjà conquise chez des philosophes comme Hegel ou Fichte, ou prétendument déjà conquise chez des philosophes comme Hegel ou Fichte, ou qu'elle soit en train de se réaliser dans des processus multiples et continus, comme chez des théoriciens de l'université comme Schleiermacher ou Humboldt, cette visée d'une organisation systématique du savoir par l'université a finalement débouché, et donc elle a échoué, sur la mise au pas de tous les membres de l'université par le tribunal politico-médiatique. Et c'est bien lui aujourd'hui qui prétend en effet traiter la question de la crise des savoirs en imposant aux universitaires son propre agenda et son propre lexique. Alors, quelques mots qui viennent de ce lexique et qui nous contaminent en quelque sorte dans notre sphère académique: la défiance, le populisme, les biais cognitifs, le complotisme, la lutte contre les fake news, mais aussi le wokisme, l'islamo-gauchisme.
qui gangrènerait la communauté universitaire et la rendrait, on a entendu ça de la bouche de nos ministres en France, qui la rendrait complice des attentats terroristes. Le thème typique d'ailleurs de l'extrême droite sur l'université comme complice des ennemis de l'intérieur. Je ferme la parenthèse. La question de la vérité devient celle de la production des données et du contrôle automatisé de la qualité de ces données par finalement la censure médiatique et politique des informations. Toutes sortes de projets sont à l'étude et sont dans les cartons de l'actuel gouvernement pour mettre sous contrôle les recherches du CNRS, pour contrôler par des commissions le caractère légitime ou non de tel ou tel objet d'étude, et puis bien sûr pour poursuivre la caporalisation du secondaire en France, avec la transmission des valeurs de la République telle qu'elle est théorisée par une certaine vision politique. La question de la vérité, donc, est désormais arbitrée par ce tribunal, car l'université ne fait pas le travail. Dans un tel monde, la sphère académique se trouve mécaniquement condamnée, soit au mutisme, soit à la reprise servile de cette nouvelle syntaxe et de son lexique. Et quant à la prétention du démos à affronter la question de la vérité, elle est purement et simplement disqualifiée. La population générale est de plus en plus clairement assignée par toute une catégorie d'experts qui sont de plus en plus remplacés par des cabinets de consultants. Vous avez entendu sûrement tout ce qui s'est joué autour des dernières semaines de l'affaire McKinsey, dont il est enfin question, il était temps. Donc cette population générale, par ce discours de prétendus experts ou par carrément des professionnels du consulting, est de plus en plus assignée à la défiance, à la production automatique de raisonnements biaisés, au complotisme, au biais cognitif. Tout ce discours sature absolument l'espace public et rencontre finalement assez peu de résistance. Ce qu'on appelle la défiance contre les experts, dans ce jargon, recouvre pourtant à mes yeux une toute autre réalité. Moi je l'appellerais tout autrement, je vous proposerais d'y voir une nouvelle crise des savoirs. On a vu que l'histoire de l'université, l'histoire moderne de l'université commençait avec la crise des savoirs au XVIIIe siècle et une réflexion sur cette crise et sur cette idée qu'on ne pouvait affronter l'atomisation, la massification des connaissances qu'en réfléchissant par la transmission à un effort d'organisation systématique de notre savoir. Aujourd'hui, on est également dans une crise des savoirs qui est justement produite par ce système de production de connaissances orienté vers l'innovation, vers la valorisation financière des données, des brevets, etc., et qui nous a fait basculer dans une toute autre crise que celle que devait affronter le XVIIIe siècle. Une crise qu'on pourrait résumer comme crise écologique et sanitaire, qui est aussi bien sûr une crise sociale et politique, celle d'un gouvernement de la vie et des environnements qui en est venu à menacer le maintien de la vie sur Terre et auquel on nous demande pourtant de nous adapter. Alors c'est intéressant de noter que la totalité organique et l'interdépendance, celle que devait viser le système des pères fondateurs de notre université, qui parlait sans cesse de totalité organique et d'interdépendance, cette totalité organique, cette interdépendance ne tient justement plus ensemble. Ce qu'on appelle les écosystèmes sont menacés de décomposition, sont menacés de délitement, et les interdépendances, elles existent, mais elles deviennent justement de plus en plus destructrices. Ce que nous faisons avec telle ou telle énergie détruit tel ou tel système vivant. La visée organique et systématique de la connaissance reprend dans ce contexte tout son sens. Son sens, c'est celui de produire une critique de la science qui, au nom de la maîtrise des ressources naturelles par l'accumulation des connaissances atomiques, en est venue à perdre totalement le contrôle des processus naturels et sociaux qu'elle modifie, qu'elle transforme, sans même le savoir, au point que s'installe progressivement une légitime défiance de toute la société à l'égard du savoir lui-même et de ses effets.
Il suffit de regarder le rapport de confiance très altéré que l'ensemble de la population, même la plus diplômée, même la plus éduquée, peut avoir par rapport à l'industrie pharmaceutique, peut avoir par rapport à l'agronomie, etc., etc. Comme le XVIIIe siècle, cette situation appelle donc une refondation complète de nos institutions de savoir en général et de notre université en particulier. C'est de cette crise qu'à mon avis, il faut partir et qu'il faut affronter, en montrant que la captation du savoir au profit de l'économie de la data, ou plus pudiquement de l'économie de la donnée, des données, et de l'économie orientée vers l'innovation dans un sens très étroit, et par ailleurs au service d'une ingénierie sociale de l'adaptation des sociétés et du contrôle des comportements, détruit en réalité progressivement la science elle-même. Est-ce à dire que notre raison doit continuer de rêver au système sans le réaliser ? On a vu ce que les post-kantiens avaient opposé à l'idéalisme de la critique de la raison pure. La force de l'idée, pour eux, c'est qu'elle se réalise hors de la raison, dans des institutions. Sauf que la philosophie a désormais renoncé à rendre raison de l'unité systématique des connaissances et qu'elle n'hésite pas, au contraire, à proclamer partout la nécessité de renoncer définitivement au système. Impuissante à enseigner la doctrine de la science, l'université doit plutôt se tourner, je pense, dans le sillage de la conception pragmatiste de la connaissance, vers la résolution de ce que Dewey appelle les problèmes. Pour les pragmatistes, la science n'est pas en effet une activité séparée, elle ne consiste nullement à contempler de manière désintéressée des réalités supérieures. Depuis la révolution des temps modernes, sa logique de laboratoire est celle d'accroître le contrôle de l'espèce humaine sur son environnement. Elle correspond très exactement au programme de maîtrise formulé par Descartes et formulé par Francis Bacon et que Dewey salue invariablement. Mais le problème, parfaitement identifié par Dewey dans de nombreux livres, c'est que et c'est ce que nous appelons aujourd'hui, nous, la crise écologique et sanitaire, c'est que le contrôle sur les éléments naturels par la science a produit tout un ensemble de conséquences sociales et environnementales que les laboratoires n'avaient pas anticipées. Ces problèmes doivent être le point de départ de nouvelles expérimentations et obliger la science à découvrir de nouvelles relations de connexion, je parle dans le lexique de Dewey, et d'interdépendance entre les disciplines et les connaissances factuelles. Le contrôle de la nature ne sera alors possible, et ça, là-dessus, Dewey est extrêmement clair, c'est véritablement un invariant de sa réflexion sur la démocratie et la science. Le contrôle de la nature ne sera possible que s'il se prolonge en un contrôle de la société sur elle-même, contrôle qui ne peut passer que par une intelligence collective des processus sociaux. Ici, l'arrivée permanente de nouveaux publics à l'université est constitutive de ce tournant, et c'est pour ça qu'effectivement, comme Valérie Aucouturier le rappelait, je tiens dans mon enseignement à essayer d'entendre justement ces problèmes qui nous viennent d'ailleurs, qui viennent à l'université par le renouvellement des générations et par l'arrivée aussi de nouveaux publics. Tandis que les laboratoires risquent, comme les académies à l'époque de la Bildung, de s'enferrer dans la logique étroite de l'atomisation et de l'augmentation continue des connaissances, désormais de plus en plus réduite à l'innovation ou à la data ou à l'accompagnement sociétal, pour reprendre le jargon, de cette conception étroite de la science, l'université est un lieu vivant de formation qui suppose d'accueillir deux types de publics. D'abord, le public traditionnel de l'université, la jeunesse, qui arrive avec des questions non encore résolues par les plus anciens. Exemple aujourd'hui tout à fait massif, le dérèglement climatique, la crise écologique, ou exemple le plus précis, dans les études de santé, j'entends de plus en plus de la part des jeunes étudiants en médecine, comment pratiquer la médecine sans céder à la pression de l'innovation biomédicale et comment pratiquer la médecine en se souciant des risques iatrogènes de l'exercice médical. Cette pression des générations nouvelles, d'un nouveau type d'étudiants, qui n'est pas forcément le type majoritaire des amphithéâtres, mais peu importe, de ce public en pointe,
doit impérativement imposer à la science une déviation et une réflexivité sur elle-même qu'elle ne développera probablement jamais dans la logique d'hyperspécialisation et de productivité qui est celle désormais des laboratoires. Ici, on retrouve la fonction de l'université comme lieu réfléchissant, comme lieu de réflexion, car lieu de confrontation à des publics qui amènent des problèmes non encore résolus et qui, sinon, bloquent la transmission et la transforment en un mécanisme servile qui n'est pas de la transmission. Ici, l'interlocution avec les nouveaux venus, qui peut d'ailleurs être potentiellement tout à fait conflictuelle, je tiens à le souligner, il faut le dire, l'interlocution avec les nouveaux venus pourrait être le ferment précieux d'une réorganisation des savoirs. Illustration donc par l'exemple, ces facultés de médecine qui ne développent pas d'enseignement en sciences humaines et sociales, ou trop peu, et qui restent uniquement centrées sur le biomédical, eh bien elles sont, je le sais, des autorités, des facultés de médecine qui le disent de plus en plus clairement, elles sont dénigrées par de nouveaux profils d'étudiants, beaucoup plus exigeants sur la question des fins, sur la question du sens du métier qu'ils ont choisi. Et même si beaucoup de directions de facultés de médecine en restent souvent au stade de la vitrine et mettent en place des enseignements en sciences humaines et sociales pour attirer le chaland sans aller véritablement jusqu'au bout de ce que réclamerait cette mutation, on doit quand même ici saluer cette tendance nouvelle, celle d'une jeune génération de soignants qui entend réfléchir à la crise épistémique que traversent les sciences de la vie et de la santé et qui compte le faire avec l'aide d'autres sciences pour faire face à des problèmes non encore résolus. Le public de la jeunesse, et puis un deuxième type de public, beaucoup moins traditionnel à l'université, celui que j'appellerais le public porteur de pratiques sociales. Public d'étudiants ayant déjà un métier, public d'étudiants pratiquant des activités diverses dans la société, ce qu'on appelle, pour aller vite, les adultes en reprise d'études, qui devraient avoir toute leur place à l'université. Et c'est là un autre trait de l'université pragmatiste, refuser la partition entre travailleurs intellectuels et travailleurs manuels, refuser la partition entre savants et employés, refuser la division de la société entre classes de loisirs, qui serait dévolue à la contemplation de la vérité, et classes laborieuses, qui serait assignée à la transformation de la matière. Et de ce point de vue, j'ai eu la chance de participer, je vous avais promis que je vous parlerais de mon exercice pour illustrer l'entrée dans la question par ma propre pratique. J'ai eu la chance de participer à une expérimentation très fructueuse pendant 15 ans, une expérimentation que je poursuis encore aujourd'hui, et ça devrait normalement durer, ma participation à l'élaboration d'un master professionnel qui a entièrement renouvelé ma conception de l'université. Moi, pour être très très honnête avec vous, j'ai vu arriver la réforme, en grande partie d'ailleurs néolibérale, qui a produit des effets délétères, LMD, licence, master, doctorat, qui a produit toutes sortes d'effets, notamment la semestrisation des enseignements, j'ai pas eu le temps d'en parler là, mais j'ai vu ça d'un très mauvais œil, et j'ai vu l'arrivée de ces masters professionnels, qui en fait n'étaient pas tout à fait nouveaux, parce qu'il y avait déjà les DESS, mais cette idée d'une espèce d'entrée de l'entreprise dans l'université. Bien sûr, ça a pu être ce cheval de Troie, mais à l'université Bordeaux-Montaigne, au département de philosophie, mes collègues, c'était tout à fait indépendant de moi, puisque c'était avant que j'arrive, ont décidé de partir dans l'expérimentation d'un master professionnel tourné vers les métiers de santé. Moi, je faisais plutôt partie des gens qui regardaient ça d'un air suspicieux. Alors, ce diplôme-là m'a intéressé beaucoup parce qu'il était en lien avec mes objets de recherche sur la santé. Et donc, je me suis quand même lancée, jetée dans l'expérimentation, avec un esprit plus ouvert que celui que j'aurais pu avoir vu ma partition, l'idée que j'étais quand même dans une conception à l'époque de l'université comme sanctuaire, protégé de l'extérieur, des pratiques sociales, de la société, de la question des professions, etc. Cette expérimentation a véritablement, je le disais, renouvelé ma conception de l'université en administrant ce diplôme, puisque je me suis trouvée rapidement en charge de m'en occuper. Je me suis efforcée de nous imposer à tous les intervenants de cette formation et à tous ces étudiants, une double exigence. D'abord, j'ai vraiment, de manière un petit peu contraignante,
et je continue de le faire, obliger les professionnels à traduire leurs problèmes dans les méthodes de nos disciplines. Ce qui suppose une formation pédagogique extrêmement exigeante. Ça suppose un travail énorme pour arriver à faire entrer les problèmes de professionnels qui ne connaissent pas la discipline dans les outils disciplinaires. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans de travail acharné avec la personne, et c'est un travail étroit qui s'apparente souvent à, je le disais parfois, l'impression parfois d'être quelque chose aussi exigeant sur le plan pédagogique que le cours préparatoire où on apprend à lire et à écrire, où on est obligé de s'occuper des élèves vraiment étroitement, et l'université peut parfaitement être le lieu de cette activité très coûteuse sur le plan pédagogique. On peut tout à fait le faire. Alors, donc, une exigence, obliger les professionnels à apprendre à traduire leurs problèmes dans les méthodes de nos disciplines, la philosophie, le droit, les sciences sociales, etc., et obliger nos disciplines, en retour, à se laisser profondément renouveler par leurs problèmes. Renouveler, mise en péril, mise en difficulté, reconnaître que nous n'avons pas de réponse à cette question, reconnaître que nous allons nous mobiliser pour essayer d'affronter avec eux cette question. Très concrètement, je leur dois beaucoup de mes objets de recherche. Le livre « Il faut s'adapter » sur un nouvel impératif politique, la confrontation Lippmann-Dewey m'est venue de cette pratique, de la manière dont j'ai étudié, la manière, grâce à eux, par eux, comment le nouveau libéralisme a transformé l'hôpital et le monde sanitaire plus généralement, comment parallèlement, il en était de même à l'université, on a fait tout ce travail que je n'aurais jamais fait sinon. Et donc mes objets ont été véritablement petit à petit déportés, déviés par la relation pédagogique, par le travail de l'enseignement. Ici, nous sommes dès lors tout naturellement arrivés au refus de la partition entre éthique d'un côté et épistémologie de l'autre, entre philosophie politique d'un côté, philosophie de la médecine de l'autre. On a vu que ces problèmes, pour être affrontés, nous obligeaient en réalité à refuser ce type de partition. Comment, par exemple, faire un mémoire, un des derniers que j'ai... qui a été soutenu là sur, par exemple, la prégnance des algorithmes décisionnels sur le médecin généraliste. Comment affronter une telle question qui est extrêmement difficile, l'évaluation normative de ces algorithmes décisionnels. Il faut construire une vraie question, c'est-à-dire il ne s'agit pas de faire un pamphlet contre, il s'agit de montrer la force de ces algorithmes décisionnels, leurs limites, un rapport critique, comme dirait Kant, à la question. Et cela, on ne peut le faire que si, évidemment, on a une approche épistémologique, mais aussi une réflexion éthique sur le rapport au patient, sur la question du consentement libre et éclairé, sur la question de la nature de l'information que l'on délivre pour éclairer le consentement du patient. Et l'on voit bien que tous ces champs en fait, sont intriqués et qu'il est plus du tout possible d'affronter ces questions par une perspective étroitement hyper spécialisée qui est totalement impuissante à affronter ces problèmes. Nous n'avons pas cessé donc de réfléchir aux interdépendances masquées par ces partitions entre, d'un côté, ceux qui feraient de l'éthique, ceux qui feraient de la philosophie des sciences. Si on s'était laissé aller au mouvement des institutions, je peux vous dire très clairement ce qui serait arrivé. L'université de Bordeaux, la grande université de Bordeaux où se trouve la fac de médecine, aurait pris le master de philosophie des sciences de la vie, et la petite université Bordeaux-Montaigne à laquelle j'appartiens, qui n'est pas si petite en fait en termes d'effectifs, mais qui est petite dans la symbolique, parce que c'est là que se trouvent des matières dominées, elle se serait occupée du supplément d'âme de l'éthique. Et nous sommes mobilisés avec les étudiants, avec les intervenants, pour toujours refuser ce type de partition. Nous avons aussi appris à utiliser le négatif de la colère, car il n'y a pas de problème sans négatif. Lorsque Dewey parle de problème dans Le public et ses problèmes, c'est évidemment en référence à celui qui l'a formé à la philosophie, à savoir Hegel, qui a mis la négativité, le négatif, au cœur de l'historicité et au cœur, finalement, du processus de l'évolution. Donc, il n'y a pas de problème sans négatif. Nous avons donc appris à utiliser le négatif de la colère pour transformer cette colère en autre chose et pour affiner les méthodes de la science et de la pédagogie. C'est vrai que les gens qui nous arrivent, qui viennent dans ce master qui s'appelle Soins, éthique et santé, sont des gens qui viennent d'abord
en colère d'avoir subi pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, toutes sortes de transformations qui les poussent à reconnaître une espèce de destruction de leurs pratiques. Et donc, il s'agit pour nous de faire autre chose de cette colère et de faire un travail universitaire. Nous avons réussi aussi, je crois, à transformer ces colères multiples en énergie et en processus expérimentaux et collectifs qui sont aussi des processus démocratiques. Les centaines d'étudiants formés dans ce master et qui sont connectés entre eux, pour une grande part, contribuent par exemple à transformer année après année ce qui se passe au CHU de Bordeaux. Des choses s'initient de la part de ceux qui sont passés par ce master et qui sont beaucoup plus armés pour affronter institutionnellement ce qu'ils vivent et qui n'hésitent pas à s'appuyer sur ce parcours universitaire pour transformer leurs pratiques et transformer leur institution. Alors, n'idéalisons pas trop, hein, évidemment. C'est parfois le pot de terre contre le pot de fer, mais il se passe des choses qu'il ne faut absolument pas mépriser ou ignorer. On a là une véritable formation continue des citoyens, qui devrait d'ailleurs vivifier la formation initiale beaucoup plus qu'elle ne le fait. Malheureusement, je le déplore, hermétiquement séparée de ces nouvelles pratiques universitaires. Les étudiants de formation initiale, les étudiants de licence, n'ont strictement aucune idée de l'existence de ces expérimentations universitaires nouvelles, et c'est tout à fait malheureux. On pourrait imaginer toutes sortes de passerelles intergénérationnelles en plus qui seraient tout à fait passionnantes. De tels échanges permettraient à la jeunesse de sortir du repli sur la seule logique de la domination qui prévaut désormais dans nos publics étudiants, et pour cause, hein, les enseignants tendant à n'être plus que des évaluateurs bardés du pouvoir de noter, c'est-à-dire du pouvoir, disons-le, d'éliminer. Alors, quand on note, on n'élimine pas tout de suite, hein, on ne sort pas tout de suite l'étudiant, mais c'est petit à petit, quand sa moyenne baisse, qu'il est petit à petit invité à quitter le système. Donc nous sommes devenus essentiellement des évaluateurs, des éliminateurs, des sélectionneurs, et à partir de là, avec un pouvoir de domination qui a profondément dégradé notre relation pédagogique avec les étudiants, qui m'explique souvent, écoutez, ça a l'air très intéressant, mais je n'arrive pas à réfléchir car j'ai trop d'évaluation et j'ai trop d'angoisse. Plus tard, j'y reviendrai, mais là, j'ai pas le temps. Et donc, voilà, la chose est complètement parasitée. Et donc, on a de plus en plus affaire à un public étudiant qui s'enferme dans la question de la domination. Je le comprends, hein, je le dénonce pas, mais qui entre évidemment dans la logique de la compétition. Il y est bien forcé. Forcé par qui? Par nous, en réalité. C'est par nous-mêmes, hein. C'est pas le public étudiant qui a choisi de fonctionner comme ça. Donc du même coup, ça crée des phénomènes de coalition entre identités dominées. Vous avez le groupe des femmes dominées, vous avez le groupe des identités sexuelles dominées, le groupe des étudiants de je ne sais quoi également en colère contre telle ou telle domination. En fait, ce faisant, on perd totalement le sens de l'université, à savoir d'être un lieu où l'on soit capable d'affronter ensemble des problèmes non encore résolus et de réfléchir ensemble aux fins et aux moyens que l'on devrait viser pour tenter de les régler. Bon, cette chose devient proprement impossible face à un public d'étudiants enfermés par nous dans la question de la domination et dans l'atomisation du même coup, et ces pratiques sociales qui pourraient régénérer l'université, qui restent finalement marginales et méconnues. Alors pour conclure, quelques mots. Je pense que la crise écologique et sanitaire, au sens très large du mot, hein, je considère, c'est pas suffisamment dit, je trouve, que le Covid-19, c'est un épisode de la crise écologique, on ne le rappelle pas suffisamment. Donc la crise écologique, c'est beaucoup plus, et c'est pas seulement le problème terrifiant du dérèglement climatique, c'est tout un ensemble de dysfonctionnements, il faut l'entendre de manière extrêmement large, dans lequel, on le comprend, je l'ai dit, les savoirs se trouvent de plus en plus mis en question, en crise, déclenchant des processus effectivement de défiance, pour reprendre ce lexique. La crise écologique et sanitaire, donc, remet en cause tous les dogmes du néolibéralisme qui a régné, disons, depuis un demi-siècle sur nos sociétés de manière hégémonique, l'exploitation illimitée des ressources humaines, l'exploitation illimitée des ressources naturelles, l'adaptation de toutes les sociétés, de tous les êtres vivants aux exigences de la mondialisation et de ses mutations permanentes,
on voit bien que toutes ces directions sont aujourd'hui mises en cause. Pourtant, loin d'enterrer le néolibéralisme, cette crise est pour lui l'occasion d'essayer de se réinventer. La crise sanitaire a été, de ce point de vue, un grand moment de révélation, avec une caporalisation et une prédation sur le savoir qui s'est vue à l'œil nu, avec une sphère académique réduite au silence et des professionnels transformés en prestataires de processus automatisés. Pensez à tous les processus automatisés qui se sont institués dans un certain nombre de pays au nom de la crise. Et donc en France, nous avons eu le contact tracing, le QR code, le pass, où en fait les soignants sont devenus de plus en plus des prestataires qui ne comprenaient même pas à quelle boîte noire ils participaient. Et donc cette transformation des pratiques savantes en prestations de processus automatisés au nom de la santé et du bien commun. Pour ceux qui voulaient bien le voir, le nouveau libéralisme nous a montré ici son vrai visage en prenant une destruction achevée de l'expérimentation avec une division complète entre ceux qui imposent les fins et ceux qui doivent s'y soumettre, jusqu'à être réduits, pour reprendre une formule du président de la République français, je ne peux pas les vacciner de force, donc il faut que je les réduise, jusqu'à être réduits s'ils ne se soumettaient pas aux lignes de commandement dont on n'avait aucune justification rationnelle fondée sur la science, etc. Donc, destruction de l'expérimentation qui, si on suit les intuitions, les propositions théoriques de Dewey plutôt, sont par principe destructrices pour la démocratie elle-même. Car, je le rappelle, la démocratie chez Dewey n'est rien d'autre qu'un ensemble d'expérimentations continues et interconnectées entre elles, dans laquelle s'enchaîne la visée collective des fins et la visée collective des moyens. Pour cette raison, le nouveau libéralisme autoritaire ne peut que programmer la liquidation totale des universités et de leur ancien esprit, et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Ces institutions sont accusées d'être dangereuses pour la société, gangrénées par des ennemis de l'intérieur. C'est le fameux thème de l'islamo-gauchisme qui détruirait de l'intérieur toute l'université française, qui, je le rappelle, a été invoqué par les ministres de tutelle des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, à savoir d'abord dans l'ordre Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, puis Frédérique Vidal, ministre donc de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, car ça s'appelle comme ça. A contrario, le nouvel esprit de l'université pourrait se définir ainsi, comme la confrontation du monde savant aux problèmes qui le débordent et qu'il n'a pas encore résolus. La nécessité de l'interlocution avec les nouveaux venus avait, de ce point de vue, été parfaitement bien saisie par les premiers théoriciens de la Bildung, et nous le verrons dans le cycle de cours, nous lirons ces textes magnifiques qui expliquent pourquoi la recherche ne peut véritablement être elle-même que si elle est organiquement liée à l'enseignement. La nécessité donc de cette interlocution avait été parfaitement bien décrite. Mais leur vision dualiste du monde savant, qu'il fallait séparer et protéger comme une élite du monde du travail, les ont conduits à couper l'université de toutes les pratiques sociales du reste de la société. C'est elle, pourtant, j'ai essayé de le montrer, qui, avec la jeunesse, peut permettre à la science et aux pratiques savantes de se transformer. Ici, il ne s'agit pas superficiellement de renouveler les thèmes et les objets en les rendant plus actuels, entre guillemets. Il s'agit bien plutôt d'acclimater l'ensemble du monde social aux méthodes et aux disciplines de la science et de contraindre la science, en retour, à se laisser transformer par les problèmes du monde social. Il s'agit, par cette tension permanente entre les logiques de la science et les problèmes de la société, de permettre quelque chose comme une expérimentation au sens de ces processus continus que je décrivais pour commencer et qui sont la condition d'une véritable démocratie. Il s'agit au fond de refonder la science des temps modernes, retrouver le contrôle sur les processus sociaux et sur la complexité de leurs interdépendances et de leurs connexions, qui ont été complètement perdus de vue par la production de connaissances purement analytiques et atomiques jusqu'à la production automatisée de data. La société ici n'est plus un matériau à adapter,
Elle devient un ensemble de processus collectifs autonomes et interdépendants qui contrôlent expérimentalement sa propre évolution en déterminant ensemble, collectivement, ses propres fins, ce qui suppose de supporter, au lieu de la fuir comme trop conflictuelle, l'interlocution autour de ce que nous voulons viser ensemble et collectivement. Et donc ce qui suppose d'accepter que nos universités soient aussi le lieu de désaccords, de conflits non encore réglés, ce que malheureusement elle est de moins en moins, y compris dans nos grands moments de colloques, etc., où on entend de moins en moins la capacité à s'affronter, car ce serait céder à des comportements trop clivants, hein, de moins en moins bien vus. Alors on va abandonner du même coup cette conflictualité à ce qu'il y a de pire, hein, c'est-à-dire l'anathème et la logique tribale, hein, des arènes médiatiques. Voilà, donc ce glissement, il implique vraiment d'être analysé, je pense, par nous et d'essayer de dessiner à partir de ce qu'on fait vraiment, pas à partir de fantasmes, mais d'essayer de dessiner des choses qui sont à notre portée, qui sont à portée de main et qu'on pourrait essayer de théoriser ensemble. Voilà, merci beaucoup, merci de votre attention. Merci encore, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle qu'il y a une réception qui nous attend maintenant à l'extérieur. Et voilà, je remercie encore tous les gens qui ont rendu possible cet événement. Et encore une fois, notre conférencière qu'on va encore entendre pendant 2 jours avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée.